Hein. Donc, dans ce contexte, comment garder le contact avec les professionnels de santé dans ce que j'appelle ce New Deal, hein. Et un bémol, et nota bene, tout en restant dans le cadre réglementaire. Hein, avec nous, avec l'équipe d'Invivox et avec Patchy, comme je vous disais, ça fait 20 ans qu'on baigne dans le monde de la santé. Donc, on sait à quel point le cadre réglementaire est fondamental dans toutes les actions qu'on va mener. Et vous allez voir à travers les exemples que tout ce qu'on fait s'inscrit en direct avec cette compliance ou ce cadre réglementaire. Donc, première chose, il y a quelque chose en revanche qui ne va pas changer, et ça c'est sûr, c'est le besoin de formation, le besoin d'information des professionnels de santé, le besoin de continuer à organiser des tables rondes, des EPU, et ce qui va changer, c'est la manière de répondre à ce besoin. Hein. Tout ça est à réinventer à partir d'aujourd'hui ou de l'automne 2020. Avant toute chose, avant de se lancer dans une stratégie, je pense qu'il est toujours fondamental de commencer par se poser les bonnes questions. Hein. Donc, la stratégie de communication vers ces professionnels de santé, c'est la première des bonnes questions, c'est quels sont les nouveaux besoins de mes clients? Ensuite, quelles sont les contraintes de mes clients? Je pense qu'on vient d'en énoncer quelques-unes. Troisième question, où sont mes clients? C'est-à-dire que dans le monde pré-covidien, on savait où étaient nos clients, physiquement. Hein, ils étaient localisés dans un bloc opératoire, ils étaient localisés à une adresse. En consultation, on savait comment aller leur parler. Aujourd'hui, ces clients qui n'ont plus de temps à nous consacrer, il va falloir comprendre où est-ce qu'ils sont virtuellement, à quel moment. Hein, à quel moment sont-ils disponibles? Puisque toute la journée, ils seront occupés, submergés, à quel moment seront-ils disponibles et donc sur quel support? Et évidemment, quel est le contenu le plus adapté pour capter leur attention, pour titiller éventuellement leur curiosité? Donc, les questions immédiates qu'on se pose, hein, on se dit, voilà, pour communiquer avec les professionnels de santé, la première des choses, c'est les emails. Est-ce qu'ils vont continuer à répondre à leurs emails? Est-ce que je lance une newsletter? Est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Des groupes WhatsApp, des webinaires, une chaîne YouTube? Hein, la panoplie est extrêmement large. Avant de répondre à certaines de ces questions, quelques données en vrac quand même. 380 emails, c'est le nombre d'emails reçus en moyenne par un professionnel de santé en Europe, dont 360 qui ne sont pas sollicités. Hein, ce sont les adresses email que les professionnels de santé ont laissées en s'inscrivant à un congrès, à une newsletter, etc. Donc seulement une vingtaine d'emails sont véritablement utiles. Une donnée importante également sont le nombre de visites nécessaires sur un site avant de passer à une décision d'achat. Hein, les professionnels de santé ne se décident pas du premier coup. Ils découvrent une offre, ils découvrent, par exemple dans le cadre d'Invivox, ils découvrent une offre de formation, mais rares sont ceux qui vont se décider on the spot, comme on dit. Le taux d'ouverture d'une newsletter, hein, je pense qu'il varie extrêmement, mais c'est souvent très, très décevant, le taux d'ouverture d'une newsletter. On peut utiliser des applis. C'est un petit peu un outil d'un autre siècle ou d'une autre décennie en tout cas. Hein, un exemple sur le nombre d'applis disponibles dans le diabète. 4500 applis sont aujourd'hui disponibles et très très peu sont utilisées. Hein, quasiment tous les responsables de produits, les chefs de produits ont lancé leur propre appli. Et puis un prix pour vous donner, hein, le prix c'est le 850 $, c'est le prix d'un profil LinkedIn. Hein, pour vous donner à quel point un profil sur LinkedIn est valorisé. Et c'est le prix valorisé par Microsoft quand Microsoft a racheté la société LinkedIn. Alors, comment, à ce stade, hein, comment gérer cette relation à distance? Pour ceux qui ont eu des relations amoureuses à distance, hein, vous savez que c'est toujours extrêmement compliqué et qu'il y a plein de manières de bien gérer, de continuer à entretenir la flamme. Alors, la première des choses, c'est qu'il existe plein de solutions distancielles hein, pour former et informer les médecins. Hein, vous en avez tous entendu parler, ça peut être du e-learning, ça peut être du vidéo learning, il y a des visioconférences, vous les voyez tous passer. Il y a également la maîtrise des réseaux sociaux dans leur globalité, on va y arriver. On va
on a également besoin d'aller chercher des profils en interne qui sont capables de maîtriser justement tous ces nouveaux outils du digital. Et évidemment, j'en ai parlé au tout début et c'est fondamental, c'est la stratégie qui va être adaptée à ce nouveau deal, à ces nouveaux comportements. Donc les questions qu'on a récupérées, nous, depuis le début de cette crise chez Envivox et que je partage, c'est est-ce qu'on peut faire une table ronde ou une éducation post-universitaire à travers Zoom, Webex ou n'importe quel autre outil de visioconférence? Est-ce qu'on peut former sur un nouveau dispositif médical à distance? Est-ce qu'on peut demander à un expert, par exemple, de présenter une étude clinique en mode webinaire? Est-ce qu'on peut transformer un événement in situ en événement online? Et une dernière question qu'on nous a posée encore récemment, est-ce qu'on peut proposer des cas cliniques interactifs à nos clients? Ça, c'est des questions qu'on a récupérées là, au cours des 2-3 derniers mois. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. Oui, tout cela est possible et tout cela est possible de manière efficace. Et je vais essayer de vous démontrer à travers des cas pratiques comment c'est possible.